l'actualité en Afrique. Réfection de voies inter-État Bénin-Nigeria, le gouvernement béninois relance les travaux. Au Nigeria, les vengeurs du delta du Niger annoncent un cessez-le-feu. Ils négocieront avec le gouvernement. Première visite du vice-président du Soudan du Sud à Khartoum. Discuter de contentieux en suspens en est l'objectif suprême. Bonjour chez vous et bon réveil à tous. Merci de nous rejoindre sur cette page d'information sur SICA. Nous démarrons par des nouvelles du Bénin. Le ministre des Infrastructures et des Transports était en visite d'inspection dans le nord du pays. L'objectif était d'apprécier l'évolution des différents chantiers en cours. L'autorité a prioritairement sillonné l'axe Diogo-Parakou, la traversée et le contournement de Parakou, la voie Bétero-Tchaourou, frontalière avec le Nigeria. Une visite sanctionnée par un point de presse conjoint avec les élus de la 8e circonscription électorale. Point de presse dont voici la substance. Nous sommes relativement satisfaits de ce que nous venons voir. Nous sommes venus voir ici. Nous sommes satisfaits et nous exhortons l'entreprise à continuer sur la même lancée. Comme vous le constatez, l'entreprise Satom, Soja Satom, a commencé les travaux depuis Tchaourou jusqu'ici. Ça fait quand même un linéaire une trentaine de kilomètres. Une trentaine de kilomètres, ça fait un bon pourcentage du linéaire total qui est de 76. Alors quand vous faites 30 ramené à 76, vous voyez un taux qui n'est pas loin des 40% de linéaire attaqué. Donc c'est la preuve que nous avons commencé ce chantier. C'est la preuve que tout ce que les gens disaient, c'était de l'intoxication. Il n'y a pas un président du Nord, il n'y a pas un président du Sud. Il y a un seul président. C'est le président démocratiquement élu. Le pont de l'affaire doit céder. On était en pleine campagne à l'époque. Les personnes de l'affaire ont dit, honorable, ce qui nous intéresse, c'est le pont. Bravo. Et aujourd'hui, c'est des quarantaines de milliards. Et le président, Patrice Talon, nous a dépêchés. L'honorable Bagou de moi, on est parti à Guéda. Il y a de la transparence. C'est la première fois dans l'histoire que les parlementaires sont associés à une mission gouvernementale. Donc, nous rassurons les populations que nous, les députés, le président, le gouvernement nous rassure. Au Nigeria, les rebelles des vengeurs du delta du Niger ont annoncé ce week-end un cessez-le-feu conditionnel. Ils acceptent de négocier avec le gouvernement, ce après 8 mois de sabotage dans le sud pétrolifère du sud qui ont largement affaibli l'économie du pays. C'est à travers un message posté sur leur site web qu'ils le font savoir. Les vengeurs du delta du Niger veulent bien discuter autour d'une table avec le gouvernement du Nigeria. Seront aussi de la partie des représentants des pays d'où sont issues les multinationales pétrolières et des membres de la communauté internationale neutre. En effet, le gouvernement de Muhammadu Buhari a invité les rebelles à dialoguer à plusieurs reprises, mais le groupe n'avait jamais reconnu officiellement être en pourparlers. À présent, il s'engage à observer une cessation des hostilités dans le delta du Niger contre tous les intérêts des multinationales pétrolières. Mais cette annonce s'accompagne de conditions. Le parti au pouvoir doit arrêter les intimidations, invasions et les agressions contre les citoyens innocents. Aucune réaction des autorités nigérianes n'a pu être obtenue dans l'immédiat.
Rapidement, en bref, 3 civils au moins ont été tués et une vingtaine d'autres blessés dimanche dans un attentat suicide dans la région de l'extrême nord du Cameroun, confronté aux attaques du groupe islamiste nigérien Boko Haram et qui ont déclaré, c'est ce qu'ont déclaré les responsables politiques et sécuritaires du Cameroun. Nous y reviendrons dans d'autres éditions et plus amplement. Nous nous envolons à présent pour la Somalie pour dire qu'un double attentat a fait plus de 10 morts. L'attaque perpétrée par les insurgés islamistes Shebab a eu lieu dans la ville de Galkayo, dans le centre du pays. Plus de précisions à travers ce reportage. Elles sont plus de 10 personnes à avoir rendu l'âme ce dimanche dans un double attentat revendiqué par les insurgés islamistes Shebab. L'attaque a eu lieu dans une ville de Galkayo en Somalie. À en croire la police, 2 voitures piégées ont explosé alors qu'était visé le siège du gouvernement local. Des témoins disent avoir dénombré une douzaine de corps, dont certains brûlés au-delà de toute reconnaissance possible. Ces attaques contre le gouvernement sont régulières en Somalie. En mars déjà, un de ces attentats menés dans la même ville avait tué 6 personnes. Affiliés à Al-Qaïda, les Shebab somaliens veulent renverser le gouvernement de Mogadiscio. Raison pour laquelle ils ont été chassés en août 2011 par la force de l'Union africaine en Somalie. Depuis, ils multiplient les attentats et récemment, c'est le Kenya, pays voisin, qui a été victime. De 1991 à aujourd'hui, la Somalie est plongée dans le chaos et la guerre civile. Des élections y auront lieu en septembre et octobre prochains. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a appelé à un front commun pour contrecarrer le fanatisme des djihadistes. Eh bien, le souverain du royaume chérifien a convié les 5 millions de Marocains vivant en Europe et dans le reste du monde à se faire les défenseurs d'un islam tolérant. Nous sommes tous visés. Quiconque pense ou croit en ce que je dis est une cible potentielle pour le terrorisme qui a déjà frappé le Maroc, puis l'Europe et de nombreuses régions du monde. Face à la prolifération des obscurantismes répandus au nom de la religion, tous, musulmans, chrétiens et juifs, doivent dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi sous toutes les formes. Du Maroc, rendons-nous en Tunisie où le Premier ministre désigné Youssef Chahed a dévoilé samedi la composition du gouvernement d'union nationale. Une équipe gouvernementale qu'il a promise efficace pour redresser l'économie du pays et redonner espoir à la population 5 années après la révolution. En tout, 26 ministres et 14 secrétaires d'État composent ce gouvernement, dont 8 femmes et 14 jeunes. Ce gouvernement doit encore faire l'objet d'un vote de confiance de l'Assemblée des représentants du peuple. Selon le règlement du Parlement tunisien actuellement en congé, ce vote pourrait intervenir d'ici une douzaine de jours. Engagé dans une course contre la montre face aux attentes, Youssef Chahed, le jeune Premier ministre de 40 ans, a multiplié des concertations depuis sa désignation par le président Bédi Caïd Essebsi le 3 août dernier. J'ai remis il y a quelques instants la composition du gouvernement d'unité nationale au président de la République qui m'a chargé de le former depuis le 3 août dernier. Comme vous le savez, j'ai fait dans ces 2 dernières semaines des consultations approfondies avec toutes les tendances politiques et les organisations nationales, écouter leurs préoccupations et leurs points de vue sur la direction de l'ancien cabinet. Et nous avons essayé de choisir, dans la formation de l'équipe gouvernementale, de suivre la méthodologie qui assure la meilleure composition pour garantir l'efficacité de l'action gouvernementale et l'intégrité de l'équipe. En dépit des promesses de changement, plusieurs ministres conservent des portefeuilles majeurs. Si la promesse d'un cabinet resserré n'a pas été respectée, avec 26 ministres et 14 secrétaires d'État, celles relatives à la représentativité ont été tenues, avec 8 femmes à la tête de portefeuilles importants et 14 jeunes. Unique rescapée des printemps arabes, la Tunisie ne parvient pas à faire redémarrer son économie. Quant à l'accalmie sécuritaire, elle reste précaire après la série d'attaques djihadistes de mars 2015 à mars 2016.
Les défis pour la nouvelle équipe sont donc énormes. Le gouvernement Chahed sera surtout jugé sur sa capacité à améliorer le quotidien des Tunisiens. En République démocratique du Congo, eh bien, le mardi prochain sera une journée ville morte. Une décision de l'opposition congolaise qui se dit insatisfaite des mesures de décrispation politique annoncées par le gouvernement. Les détails. Le rassemblement, entendez, la coalition des forces d'opposition congolaises ne prendra pas part aux travaux préparatoires du dialogue national prévu au Congo mardi. Au contraire, ce creuset récemment créé à Bruxelles annonce qu'au lieu de répondre à l'appel du facilitateur de l'Union africaine, il incite à une ville morte ce jour-là. La coalition demande à l'ensemble du peuple de se mobiliser pour faire échec à cette énième forfaiture. Les conditions posées pour sa participation au dialogue n'ont pas été prises en compte. Il était entre autres question de libérer les prisonniers politiques au nombre de 112. Mais à date, seulement 4 d'entre eux l'ont été. Les opposants dénoncent l'entêtement à vouloir à tout prix accorder un 3e mandat au président Joseph Kabila en violation de la Constitution. Censée avoir lieu avant la fin de l'année, l'élection présidentielle est devenue hautement improbable. Un climat politique tendu règne en RDC à son approche. Au pouvoir depuis 2001, Joseph Kabila doit arriver au terme de son mandat le 20 décembre. Alors que la Constitution lui interdit de briguer un nouveau mandat, l'opposition craint qu'il ne tente de s'accrocher au pouvoir. Au Soudan, à présent, Taban Dengue, le nouveau vice-président du Soudan du Sud, qui a remplacé Riek Machar, est en visite à Khartoum. L'objectif est de discuter de contentieux en suspens depuis que son pays s'est séparé du Soudan. Voici les images. Khartoum a officiellement reconnu Taban Deng comme le nouveau vice-président sud-soudanais. Même l'organisation est-africaine IGAD, qui regroupe 8 pays dont le Soudan, ne l'a pas encore fait officiellement. C'est la toute première fois que le nouveau vice-président nommé le 25 juillet se rend au Soudan voisin. Son prédécesseur Riek Machar a fui après des affrontements meurtriers entre ses partisans et ceux du président Salva Kiir début juillet à Juba. Ce matin, nous avons reçu Taban Deng en visite officielle pour discuter de sujets bilatéraux et régionaux. Nous avons reçu Taban Deng en tant que vice-président du Soudan du Sud. Il ne nous appartient pas de décider qui est le président du Soudan du Sud, ni qui en est le vice-président. Les échanges devraient consister à discuter d'importants contentieux, dont le statut de la région frontalière d'Abyei et sur les redevances que devrait payer Juba pour l'utilisation d'un pipeline traversant le Soudan pour exporter son pétrole. Des ministres soudanais et sud-soudanais s'étaient déjà rencontrés en juin à Khartoum pour tenter de trouver des solutions à ces différends. De mémoire, le Soudan du Sud a fait sécession du Soudan en 2011. Voilà un tour très rapide donc en Asie avant de terminer. En typhon Mendoul, le 9e de la saison en Asie, a accosté ce lundi près de Tokyo. Il s'impose par de puissantes rafales de vent, 180 km/h, et des pluies diluviennes, forçant les compagnies aériennes japonaises à annuler des centaines de vols et perturbant la circulation sur les routes et voies ferrées. Mendoul est accompagné de fortes précipitations qui devraient particulièrement toucher la capitale et sa banlieue dans l'après-midi et en début de soirée. Au moins 425 vols ont été annulés par les compagnies aériennes. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition qu'avec plaisir nous vous avons présenté, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons très bonne journée et très bonne semaine en compagnie des programmes de Sika. Au revoir.